jeudi 5 octobre. Yorana, merci de nous rejoindre sur la première. À la une de l'actualité ce soir, les commerçants redoutent la hausse des prix provoquée par le conflit social à la société Cowen. La manutention des containers est paralysée depuis une semaine. 600 caisses métalliques sont bloquées. Le Fénois toujours en tête du classement des mauvais chiffres des violences intrafamiliales. Ceux du ministère de l'Intérieur le prouvent encore une fois. La Polynésie ne fait pas exception à la règle, loin de là. Les détails avec Stéphane Ratino dans un instant. Les dissensions au sein du Taveni-Huir Attila se confirment jusqu'à New York. Les piliers du parti veulent tourner le dos à la France après ce qu'ils considèrent comme du mépris de la part de son ambassadeur. Moïtei Broderson, lui, reste convaincu que la discussion est la meilleure attitude à adopter. Le lycée hôtelier s'invite au centre de transfusion sanguine pour émoustiller les papilles des donneurs. Derrière ce concept exceptionnel de l'éducation pour mettre fin à la malnutrition. Depuis 8 jours, des containers s'entassent en zone sous-douane, bloqués par la grève qui perdure au sein de la société Cowen. L'inquiétude des commerçants monte. Le conflit social pourrait entraîner des ruptures de stock chez certains distributeurs. Il faut que les négociations aboutissent parce que c'est la population qui va être prise en otage, alerte le vice-président du MEDEF. Les organisations patronales interpellent le président du pays, Sibel Plichard Marooki-Duri. Un opérateur en grève et c'est toute l'économie polynésienne qui s'enraye. Comme Kotada et Satnui, la société Cowan a pour mission de décharger et charger les porte-conteneurs de passage au port de Papeete. Mais depuis une semaine, la société d'accounage est au ralenti. Seuls le frais et les médicaments sont dédouanés. Pour le patronat, c'est une nouvelle prise d'otage. Quel est l'objet fondamental du conflit ? Je ne le connais pas, ça appartient à l'entreprise Cowan. On comprend que c'est indifférent aussi par rapport à l'aspect sécurité sur le port autonome, si on entend les syndicalistes s'exprimer. Quoi qu'il en soit, il faut que ça aboutisse. Là, c'est la population qui va être prise en otage. Et je ne peux pas croire un seul instant que dans une vision syndicale, un mouvement de grève soit pour prendre en otage la population. Il faut dire que plus les jours défilent, plus la facture sera salée. Non seulement les entreprises sont privées de leurs marchandises, ce qui occasionne des pertes, mais en plus, elles seront soumises à des frais supplémentaires de magasinage et de détention. Excédées, les patrons demandent au pays d'intervenir. Il est à craindre qu'à terme, ces surcoûts soient répercutés sur les prix finaux des produits et services, aggravant ainsi le coût de la vie. Pour les grévistes, la situation se résume en un mot, sécurité. Une 3e grue a été achetée par leur société. Ils veulent la voir fonctionner plutôt que de louer ponctuellement la grue de leurs concurrents. Travailler avec les grues des autres entreprises, ça risque. Ça risque. On a déjà eu un accident en 2012 et on ne veut plus d'accident. Notre grue est arrivée, qui a été achetée par notre employeur. Nous, on veut notre grue. Wing Chong, Aline Haiti et ce rapport Van Distribution, aucun importateur n'a souhaité s'exprimer devant nos caméras. Demain matin, un rendez-vous est prévu entre les grévistes et le ministère de l'Équipement. Et le syndicat espère un renouvellement anticipé de la convention qui lie le port autonome et les Aconniers. Un renouvellement normalement prévu en 2027, ce qui pourrait, selon lui, permettre la défiscalisation de la grue. Ils écopent de 3 ans de prison ferme et d'une amende solidaire d'1 050 000 francs. Les 2 prévenus soupçonnés de se livrer à un trafic d'ice ont été condamnés par le tribunal correctionnel. L'un d'eux avait été interpellé à l'aéroport le mois dernier alors qu'il avait caché 6 grammes d'ice dans une Bible en revenant de Hawaï. Un récidiviste puisqu'il s'agit de la 2e importation de méthamphétamine. La première d'1 gramme a été réalisée en 2022 et il est passé entre les mailles du filet. Le second prévenu, son neveu, est accusé d'être le commanditaire en ayant financé le voyage de son oncle et l'achat de la drogue. Autre délinquance en hausse, particulièrement en Polynésie, les violences intrafamiliales. Le pays affiche des taux records en 2022 selon une étude du ministère de l'Intérieur, Stéphane. Oui, effectivement, il y a des chiffres qui fâchent et qui interpellent évidemment sur la dimension de la vie en société, des faits sociétaux très importants. Vous le voyez, pour l'année 2022, coups et blessures, une hausse de 9%. Mais là, on prend l'ensemble des délits qui concernent ces faits-là, aussi bien ce qui se passe dans la société qu'au niveau des familles, parce que cette fois-ci, au niveau des familles, on le voit, il y a une petite baisse. Mais c'est vraiment pas le printemps parce qu'il faut savoir que chaque année, les forces de gendarmerie et de police enregistrent 1500 plaintes qui sont liées à des coups et blessures au sein des familles. Bref, un problème majeur pour la vie en société ici. Lorsqu'on regarde le podium, le triste podium, on se rend compte que
Devant nous, il y a juste la Calédonie, après la Polynésie, et la France est loin derrière pour ces violences et ces coups et blessures, notamment au sein des familles. Et on le sait, c'est une priorité du gouvernement, des gouvernements français et polynésiens, puisque, vous le savez, une équipe de gendarmerie va être dédiée à ce problème dès l'année prochaine, annonce du président Macron cette semaine. Autre chose qui fâche, même si l'évolution sur l'année 2022 est une évolution positive, puisque ça baisse, 23% moins de faits constatés liés au trafic de stupéfiants, mais là aussi, le podium il est vraiment marqué par l'empreinte de la Polynésie. La Polynésie, c'est le premier pays où l'on constate des délits liés aux stupéfiants par rapport au nombre de la population. Après l'ensemble des territoires d'outre-mer et en France, l'élément ramené à la population est 2 fois moins important qu'ici en Polynésie. Après les usages liés aux stupéfiants, 22% de faits constatés en moins par les forces de sécurité, mais là également, deuxième podium, mais en France, il y a plus de faits constatés, donc il y a plus de gens qui manifestement consomment des stupéfiants qu'ici sur le territoire polynésien. Et il y a aussi des évolutions qui interpellent. Effectivement, des évolutions, vous le voyez, qui concernent les vols avec violence, plus 48%, mais il faut quand même regarder la réalité statistique. Le chiffre est important, mais il y a très peu de feux qui sont constatés. Donc, quand on passe de 1 à 3, vous voyez que la multiplication est beaucoup plus importante. Tout de même, 48% de vols avec violence en plus, 27% de vols sans violence. Avec là, un podium en France, on a 2 fois plus d'opportunités, si on ose dire, d'être victime de vols avec violence qu'ici en Polynésie. Bref, c'est quand même un territoire plutôt tranquille par rapport à ça, même si ces chiffres-là interpellent sur cette évolution qui est une évolution inquiétante pour les citoyens. Violences sexuelles, principalement les femmes en sont victimes, 24% de délits en plus constatés par les forces de sécurité. Et cette fois-ci, la Polynésie est dans la moyenne avec l'ensemble des territoires de l'outre-mer français. Mais on le dit bien, les violences intrafamiliales et tout ce qui concerne le trafic de drogue sont 2 fléaux qui sont des éléments qui mettent en mouvement les pouvoirs publics pour tenter d'éradiquer tout ceci. Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage. Et sachez que demain, le Conseil de lutte contre la délinquance se réunira à Bora Bora. Il réunira l'État, le pays et la commune. Se diviser ou s'unir pour remporter le combat. À New York, les tactiques politiques pour convaincre la France de soutenir les indépendantistes dans leur lutte pour l'indépendance sont mitigées. Face aux représentants de la France, les 2 courants existants au sein du Tavini se confirment. Oscar Temaru et ses soutiens veulent couper définitivement les ponts, quand Moetai Broderson se satisfait du dialogue renoué. On voit cela avec Lucille Guichet et Heidi Enko. Petite réunion de majorité improvisée avant de commencer la journée. Si le Tavini se partage les rendez-vous protocolaires à New York, il ne partage pas toujours la même façon de faire. Aujourd'hui, le rendez-vous avec l'ambassadeur de France ne fait pas l'unanimité. Je ne pense pas qu'il faut que la discussion se fasse en bilatéral avec l'ambassadeur de France aux Nations Unies. Lorsque Darmanin est venu en Polynésie, il avait dit que ce n'était pas à lui de donner un avis sur l'évolution institutionnelle, c'était au président de la République. Je ne comprends pas pourquoi on devrait aller discuter avec un ambassadeur. On n'a pas envie de perdre notre temps. Non. Le président de l'Assemblée non plus n'ira pas. Il préfère rencontrer les ambassadeurs des Samoa et du Timor oriental. Pour cette branche historique du Tavini, le travail diplomatique passe d'abord par le Grand Pacifique et l'ONU. Oscar a quand même une histoire avec la France de plus de 50 ans. Moetai vient d'arriver. C'est une question de génération alors ? Non, c'est une question de passé et d'histoire, plein d'anecdotes, plein d'événements, et qui fait qu'aujourd'hui, la vision que le président du parti Tavini Ratila a de l'État français reste la même. Le président et le député Steve Chailloux, eux, rencontrent l'ambassadeur de France pendant près d'1 heure ce matin. Au menu des discussions, l'ONU bien sûr, mais aussi la Nouvelle-Calédonie et la Chine. Le président veut maintenir toute forme de dialogue. Il ne faut pas confondre, consensualité et manque de détermination. Voilà. Je suis quelqu'un de très déterminé. Chez nous, au Raromatei, on dit ono. Voilà. Et donc, j'ai un but. Ce but, il est bien précis, il ne varie pas d'un iota dans ma tête. Simplement, j'estime que les moyens d'y arriver ne passent pas par l'outrance, ne passent pas par la confrontation permanente. Une ligne de conduite pas toujours comprise en interne, mais le député Le Gaillic ne veut pas mélanger militantisme et mandat présidentiel. Il y a la posture du parti
Et il y a la posture lorsqu'on est dans des institutions. Lorsqu'on est avant lui, le président Edouard Fritsch écartait complètement les indépendantistes. Là, on a un président qui met en avant l'ensemble des idées politiques de notre pays. Mais le Tavini Huir Attira est un parti indépendantiste et lui doit avoir sa ligne de conduite, comme le Tapura, comme Ahireya Pournitia ont leur ligne de conduite. Reste à savoir si de retour à Tahiti, l'exécutif et le législatif pourront resserrer leurs rangs et parler d'une seule voix, sans laisser transparaître de malaise. Et malgré ces dissensions et cette position réaffirmée de la France, Moïse Broderson dresse un bilan positif de ce déplacement purement diplomatique et politique. Il l'a dit à Lucille Guichet et Heidi Henko. Oui, nous sommes ici au sein de l'ONU où la 4e commission continue ses travaux, mais la Polynésie a fini de s'exprimer. Monsieur le Président, bonjour. Aujourd'hui, quels sont les enjeux pour la Polynésie ici au sein de l'ONU ? Les enjeux, c'est tout simplement la mise en place du dialogue qu'on réclame depuis la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Ce dialogue, on va estimer qu'il a démarré hier, puisque pour la première fois en 10 ans, le représentant permanent de la France était là, a écouté mon discours, ensuite a été représenté par son premier attaché pour la suite des discours. Évidemment, le contenu de la réponse du représentant permanent démontre, on va dire, une stabilité, une constance de la position de l'État sur le fond. Et c'est ce qu'on espère pouvoir faire évoluer par le dialogue, justement. Justement, le représentant permanent de la France a déclaré, entre autres, qu'il n'y a pas le protocole entre l'État et la Polynésie n'inclut pas l'ONU. Du coup, est-ce toujours utile de venir ici chaque année ? C'est d'autant plus utile puisque visiblement il faut réexpliquer certains basiques pourtant un pays qui est fondateur des Nations Unies. C'est assez surréaliste de voir un représentant permanent venir à la 4e commission qui est la commission qui s'occupe de ces questions de décolonisation, expliquer qu'il n'y a pas de multilatéralisme et en même temps, dans toutes les autres instances, défendre le multilatéralisme. C'est pas possible. Vous n'êtes pas d'accord avec cette lecture des choses ? Non, elle est erronée, tout simplement. Que répondez-vous à vos adversaires politiques en Polynésie qui vous reprochent le nombre de déplacements à l'étranger et leur coût depuis le début de votre mandature ? Écoutez, il me semble que Edouard Fritsch est venu de manière constante aux Nations Unies de 2014 à 2022. Il venait en grande délégation. Moi, je suis venu avec une personne. Donc, je pense que ces reproches sont déplacés et futiles. Voilà donc pour le bilan ici à l'ONU, à New York, où les rencontres se poursuivent entre la Polynésie, le président de la Polynésie et certains autres pays du Pacifique. Le président qui sera de retour lundi matin. Quels sont les bons gestes à adopter face à un tsunami ? Nul doute que les enfants de Taha les connaissent désormais par cœur à l'issue de l'exercice grandeur nature réalisé au collège. Démonstration avec Hitimanaki. C'est une sirène redoutée par tous. En effet, les gestes doivent être maîtrisés par la communauté d'élèves et de professeurs. En cas de tsunami, ils n'auront pas droit à l'erreur. Un exercice étudié et présenté en classe pour éviter tout débordement avec les enfants. Les professeurs ont préparé l'exercice en heure de vie de classe et pour la première fois, l'exercice a été fait en partenariat avec l'école primaire et le CJA. Donc il y avait plus de 500 enfants qui participaient et ça nous permet vraiment de voir en grandeur réelle comment ça se passerait en cas d'alerte. La montée est raide, c'est difficile pour les enfants. On a eu l'appui des pompiers parce que certains élèves, il fait chaud ce matin, c'était difficile pour eux. Donc grâce aux pompiers, à la gendarmerie, à la police municipale qui était là, tout s'est bien passé. Les collégiens, eux, y trouvent leur compte, une heure de sortie scolaire, mais avec la distance, compter 2 km de pente, il est important d'aider les plus petits, car après tout, l'union fait la force. C'était carrément important. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient fatigués, les petits bébés. Donc, on a porté et on les a emmenés ici jusque-là. Alors ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé, mais le calme et la sérénité de mon présent, c'est l'essentiel. Cet exercice annuel permet de répéter les gammes face à une situation critique pour le bien et la sécurité de tous. Prochain rendez-vous dans un mois pour l'exercice PPMS, plan particulier de mise en sûreté, alerte intrusion au collège de Taha.
Retour à Tahiti. Comment encourager les donneurs à faire don de leur sang? En excitant leurs papilles, peut-être, et en leur faisant bénéficier par la même occasion de quelques conseils pour éviter la malnutrition en utilisant les produits du Fénois. Un concept conçu par le Centre de transfusion sanguine et le lycée hôtelier. Il a séduit 68 donneurs. Le reportage de James O et Patrick Singh. Ils sont les futures pépites de la restauration polynésienne. Aujourd'hui, 16 élèves du lycée hôtelier de Outumoro préparent les encas à base de produits du Fénois et ils s'en donnent à cœur joie. Qu'est-ce que tu prépares? Du papeji avec la sauce là qui fait pour mouiller le pain avec du beurre à la poêle. Qu'est-ce que tu penses de cette opération de ce matin? Je pense que c'est très bien, ça donne un peu d'énergie pour eux après avoir donné le sang. Tu connaissais le centre de transfusion sanguine? Non, c'est la première fois que je connais. Si Tehei Ura découvre le centre de transfusion sanguine pour la première fois, ce n'est pas le cas de Françoise qui travaille à l'hôpital de Taoné. Je suis donneur régulier, parfois aussi on reçoit des SMS où on nous appelle, comme on travaille là. Après le don du sang, on ira goûter tout ça. Un geste gratuit, volontaire, bénévole et anonyme. Par cette action ponctuelle en partenariat avec le lycée hôtelier, le CTS a souhaité remercier les donneurs, mais pas seulement. Je savoure. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative déjà? Ah, c'est bien. Au moins, ils montrent ce qu'ils font en cuisine au lycée hôtelier. Et il paraît que c'est que des produits locaux, donc on apprécie, quoi. On souhaitait remercier bien sûr tous les donneurs de sang, plus particulièrement les donneurs qui donnent très régulièrement, et aussi passer des messages pédagogiques, comme par exemple privilégier une alimentation riche en fer, surtout après un don, pour éviter d'avoir une carence en fer, parce que parfois ça peut interférer sur les délais entre deux dons quand on manque de fer, parce qu'on risque de développer une anémie. En moyenne, chaque jour, une quinzaine de donneurs se déplacent au centre de transfusion sanguine du CHPF, où ils sont reçus par un personnel compétent et bienveillant. Et pour terminer, un sujet qui promet de vous donner envie ou de vous réconcilier avec un des monuments de la gastronomie française et européenne, le concours local de pâté croûte. Le préparer, c'est faire preuve de maîtrise technique et faire la démarche de le promouvoir. Et ça, Cédric Robin l'a bien compris. Immersion en coulisses avec Rowan Potorou et Patrick Singh. C'est comme un défilé de haute couture. Tout est passé en revue. Aspect, couleur, texture, goût. Les frères Lagarde, qui président le jury et remarqués à la dernière saison de Top Chef, se régalent des 5 pâtes et croûtes en compétition. Pour certaines réalisations, la petite touche locale a fait vibrer les papilles des jurys. Pour moi, le plus intéressant, ça a vraiment été le fait de voir que, selon les dégustations, on a vraiment pu voir les choses traditionnelles, les choses que l'on connaît, et certains différents avec des twists plus tahitiens au niveau, par exemple, de la présentation et même au niveau du goût. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir cette différence. Pour se départager, déjà, c'était très dur. Et c'est marrant de voir qu'il y en a qui restent vraiment dans du traditionnel et il y en a qui osent plus en termes de saveur, de technique, et c'était vraiment très bien. Ouais. Il y en a toujours qui sortent un petit peu du lot, on voit que la maîtrise était là, et d'autres qui méritent encore d'être perfectionnés. On a vu la grille sur cette pâté, c'était quoi? C'était dur l'assaisonnement qui prend tout le dessus pour moi par rapport au reste. En cuisine, sur les 5 candidats, une seule femme en course, originaire de Taha, Lani Hei, 22 ans à peine, participe à sa première compétition. Pour elle, c'est une véritable opportunité d'évoluer parmi des chefs reconnus du Fénois afin de maîtriser les techniques de cuisson. J'avais plein d'idées, faire le drapeau de Tahiti, rouge, blanc, j'avais tout ça. Mais à la découpe, ça ne ressort pas la même chose. Ça sort un truc, ça tout fondu. Du coup, il faut savoir peser chaque chose. Voilà. Au terme de 2 heures de dégustation, c'est finalement Cédric Robin qui remporte le premier prix, une deuxième victoire consécutive. Je me suis concentré sur le goût uniquement de mon pâté, avoir une pâte bien cuite, une bonne gelée comme on demande au championnat du monde, il faut 1 cm de gelée dans le pâté. L'année dernière, Cédric s'était hissé à la 4e place au championnat du monde de pâté croûte. Cette fois-ci, pour les finales à Lyon prévues le 4 décembre prochain, il espère revenir avec le titre en poche.
L'information principale de cette édition, l'inquiétude des commerçants face à la grève qui perdure au sein de la société Cowen. Plusieurs centaines de containers sont bloqués en zone sous-douane, laissant craindre des ruptures de stock chez les distributeurs. Les différentes organisations patronales ont adressé un courrier commun au président Broderson afin qu'il intervienne. Comment lutter contre les nuisances sonores? Réponse dans votre matinale radio. Aritia Bernardino, vice-président de l'association Teorahau qui lutte contre la pollution sonore, sera l'invité café. Et à la une de votre quotidien, demain se réfifie dans le monde de la boxe avec ce titre « Désordre sur le ring avant les Jeux du Pacifique ». Ce soir, nouvelle rencontre avec des familles formidables dans votre émission Pauaura, puis la suite du documentaire Moko. C'est la fin de cette édition. J'ai été ravie de vous accompagner cette semaine et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi. Sybelle Plichard reprend les commandes de vos journaux demain. Prenez soin de vous et très bon week-end. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet